prendre des yaourts en fait pour régénérer un peu la flore intestinale. Donc ça, c'est en fait pour ce qui est des barrières, c'est un petit résumé des barrières physico-chimiques, cutanéo-muqueuses qui empêchent, qui constituent réellement un obstacle pour ce qui est du milieu extérieur, hein, pour les germes pathogènes et tous les agents envahisseurs qui sont susceptibles d'envahir le monde, enfin le milieu interne de votre organisme. C'est une barrière non seulement physique, mais ça va être une barrière chimique, également pour la sueur. Ça va constituer un pH qui est défavorable pour la croissance des différentes bactéries. Vous avez des substances microbicides qui sont sécrétées dans la peau, dans la sueur, dans les larmes, dans la salive, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça constitue le maximum. Donc l'organisme va essayer de protéger au maximum le milieu interne. Alors maintenant, si le pathogène a pu franchir toutes ces barrières, il va être confronté à une deuxième ligne de défense qui sont donc d'abord les phagocytes, puis vous allez avoir le système du complément. Alors les phagocytes, qui sont donc principaux éléments du système immunitaire inné. Peut-être que si on éteint la lumière, ça se voit bien. Vous arrivez à voir? Ça va. Alors si un micro-organisme, donc si ce micro-organisme arrive à traverser cette barrière cutanéo-muqueuse et commence à se multiplier dans les tissus, il est dans la plupart des cas reconnu par les phagocytes mononucléaires. Voilà, je suis une mononucléaire. Reconnu par les phagocytes mononucléaires ou macrophages qui résident dans les tissus. C'est des mononucléaires, n'est-ce pas? Oui. Contrairement aux neutrophiles qui sont des polymorphonucléaires. Parce qu'en fait, ça c'est un neutrophile. Vous avez un noyau qui est polylobé, qui est, on va dire, si bien qu'avant on pensait comme ça, quand j'ai une figure sur le frottis, on pense qu'il y avait plusieurs noyaux. Mais en fait, c'est le plan d'observation. C'est un noyau polylobé, mufassas. Alors que les monocytes macrophages, ils ont un noyau massif, kutla wahda. C'est juste qu'il va être, pour ce qui est chez les monocytes, il va être en forme de fer à cheval, encore en réuniforme. Et pour le macrophage, ça va être un noyau massif normal. Mais donc, on les considère comme des cellules mononucléaires. Alors, les macrophages dérivent des monocytes ayant quitté la circulation sanguine et migré vers les tissus pour se différencier en macrophages tissulaires. Un macrophage, il est automatiquement tissulaire. Pas besoin de dire tissulaire. Hein. Mais le gauche macrophage dans la circulation sanguine, nous sommes d'accord? Oui. N'est-ce pas? Oui. Ils sont présents en grand nombre, particulièrement dans tous les tissus conjonctifs associés au tractus gastro-intestinal, dans les poumons, où ils se retrouvent à la fois dans le tissu interstitiel et dans les alvéoles, يعني يكونوا في التيسو وفي الحويصلات الهوائية. Le long des vaisseaux du foie, donc dans le foie on les appelle les cellules de Kupfer, et dispersés dans la rate, où ils éliminent les cellules sanguines sénescentes. Cellules sanguines sénescentes, c'est les cellules mourantes. En fait, le macrophage, il va jouer le rôle de phagocyte de défense et il joue également le rôle de déboueur, nettoyeur. Tout ce qui est débris cellulaires, cellules mortes et ainsi de suite va être éliminé par le macrophage. Et on les trouve dans tous les tissus et il prend des appellations et parfois des formes différentes en fonction du tissu où le macrophage réside. Dans le poumon, dans le foie, dans les os et ainsi de suite. C'est clair? Oui ou non? Oui. La deuxième grande famille de phagocytes sont les neutrophiles. Alors, ou encore leucocytes polymorphonucléaires qui, ensemble avec les macrophages tissulaires, constituent les médiateurs cellulaires de la réaction inflammatoire. Donc, quand on parle de réaction inflammatoire, il ne faut pas penser à une maladie, mais c'est une réponse immunitaire innée des plus normales. Quand est-ce que ça devient pathogène, pathologique? C'est quand elle bascule vers la pathogénicité. Ou alors, quand vous avez une inflammation qui est causée par un pathogène quelconque, il y a une perte de fonction de l'organe atteint et ainsi de suite. Donc c'est ça, c'est les cas pathologiques. Mais en fait, sinon, une réponse inflammatoire, c'est une réponse immunitaire innée, physiologique.
parler d'abord du neutrophile, qui est encore appelé leucocyte polymorphonucléaire. Donc, il a été découvert au début du XXe siècle par Paul Ehrlich, lorsque les techniques de fixation et de coloration ont rendu possible la mise en évidence de son noyau polylobé, ça c'est la première caractéristique, et de ses granulations cytoplasmiques qui ont permis de les distinguer des éosinophiles et des basophiles. En fait, c'était la coloration Megalwall GMSA. C'est une coloration différentielle. C'est en fait grâce à ce type de coloration qu'on a pu découvrir les différentes classes de leucocytes, parce que ça permettait de colorer les différents composants cellulaires de manière différente. En fonction de quoi? En fonction de leur pH. Donc vous allez avoir des colorants basiques qui colorent les composants cellulaires acides et vice-versa. Des colorants acides qui vont colorer les composants cellulaires basiques. Et c'est ce qui a permis de distinguer les différents composants cellulaires et ça nous a permis de distinguer les différentes populations de leucocytes. Il a permis de distinguer le neutrophile, des éosinophiles, des basophiles, des monocytes et des lymphocytes. Ça, je voulais vous faire un TP. Je ne sais pas trop si on aura le temps. Ça dépend. Vous allez faire cette coloration, c'est vrai, vous allez voir que ça colore différemment les différentes cellules et ça vous permet de les identifier. C'est-à-dire quand vous connaissez les caractéristiques, le neutrophile, comment il est son noyau, comment sont colorées ses granulations, le monocyte qui fâche là, le basophile, au microscope, après cette coloration, vous pourrez les distinguer. C'est en fait cette coloration différentielle qui a permis de découvrir ou de mettre en évidence ces leucocytes. Alors ici, les neutrophiles sont de véritables phagocytes professionnels, c'est-à-dire leur fonction majeure, principale, c'est de phagocyter. C'est pourquoi on les appelle des phagocytes professionnels, avec les macrophages, générés en grand nombre par la moelle osseuse à partir du progéniteur commun. Souvenez-vous, c'était un progéniteur commun, BIN, les cellules monocytaires voilà, c'était le progéniteur mononucléaire granulocyte commun. Pendant l'hématopoïèse, vous allez avoir deux progéniteurs intermédiaires, celui des lymphoïdes et myéloïdes. Ensuite, le progéniteur myéloïde, il va vous donner deux progéniteurs intermédiaires. Wahad talé mégacaryocytes érythrocytes, les canulaires comme les plaquettes et les érythrocytes. Le reste, c'était mononucléaire granulocyte, macrophage granulocyte, pardon. C'était celui qui allait vous donner les cellules mononucléaires et les cellules granulocytes. En effet, il représente, vous voyez, il représente la population la plus abondante des leucocytes circulants. Ça arrive jusqu'à 70%. Et au sein des granulocytes, je vous mets les granulocytes, c'est en fait neutrophiles, basophiles et éosinophiles. Ce sont les neutrophiles qui sont prédominants, qui arrivent jusqu'à 95% des granulocytes. Alors, respectivement, vous allez avoir les éosinophiles et les basophiles qui représentent seulement 4% et 1% de cette sous-population. C'est-à-dire les basophiles, quand on fait un frottis, par exemple, on colore pour voir le basophile, c'est rare, ou une dégât ou une cellule. Quand on fait des TP, on triche un petit peu, on concentre pour que l'étudiant puisse voir un basophile dans son frottis. Sinon, vous voyez, 1% des leucocytes, un basophile dans votre frottis, ça va être un peu dur. Alors, un individu normal, adulte, peut produire jusqu'à 10 puissance 11 neutrophiles par jour. Par jour, on va produire 10 puissance 11 neutrophiles. Vous voyez qu'ils vont circuler dans le sang durant seulement 6 heures. Vous produisez 10 puissance 11 qui circulent 6 heures. Pendant ces 6 heures, s'il n'y a pas d'épisode inflammatoire, après 6 heures, c'est l'apoptose programmée. Ils vont être éliminés dans la rate et le foie par les macrophages. Sinon, s'il y a un site d'inflammatoire quelque part, les neutrophiles vont quitter la circulation sanguine pour arriver dans le site de l'infection au niveau tissulaire, pour exercer leur fonction de phagocyte, puis ils vont mourir après la phagocytose. On l'a dit que le neutrophile ne survit pas. Mais il y a sur la phagocytose. C'est pas comme le macrophage, n'est-ce pas?
On a parlé d'un système de défense de la part du neutrophile après sa mort. Je fais tout à lire ou là là? C'était quoi? Les nets, exactement. C'est-à-dire, les nets, c'est neutrophile extracellular traps. C'est les pièges extracellulaires du neutrophile. C'est tout ça pour vous dire que le neutrophile ne survit pas après la phagocytose. Il meurt. Et quand il meurt, même après sa mort, il continue à défendre le tissu infecté. Comment? En fait, il va relarguer ces nets. Justement, c'est quoi? C'est des filets qui comme le filet de pêche. Ces filets, ils sont composés de quoi? Constitués de quoi? De la chromatine nucléaire, sur lesquelles sont fixés des enzymes microbicides. Et quand vous observez ça, l'image au microscope électronique, on a l'impression que c'est un filet avec des perles. C'est quoi comment vous dites les perles en arabe? Hein? Les perles. Les perles, là, au microscope électronique, vous pouvez aller sur le net, taper net, image, vous allez voir, c'est des photographies électroniques au microscope électronique. Et ça sert non seulement de piège, c'est un piège physique qui va empêcher la dissémination des pathogènes, et puis ces substances microbicides qui sont fixées dessus permettent d'éliminer le pathogène in situ. Donc vous voyez, même après sa mort, même le Noura Maymout, il continue à défendre. C'est ce qu'on appelle une défense post-mortem. Vous voyez, quand au laboratoire, quand on a des neutrophiles dans le tube, on les voit ces nets à l'œil nu. Quand on a une grande concentration de neutrophiles, parfois on travaille avec des concentrations qui dépassent les 50 millions par ml. Donc vous imaginez 50 millions de cellules par millilitre. Quand vous activez fortement ces neutrophiles, ils vont dégranuler, produire des espèces réactives de l'oxygène qui sont toxiques. Ils montent le neutrophile et ils relarguent ces nets et je vous raconte là une masse blanche au fond du tube. Et là, on sait que le neutrophile est mort et c'est notre réponse, elle est gâchée. On n'aura pas de résultat parce que les neutrophiles ont été trop activés. C'est clair? Donc les nets, en fait, ça a été découvert, c'est très récent, c'était en 2004. Vous voyez, en 2004, beaucoup de gens les contredisent, mais en fait, ils sont réels, on les voit. Les nets, c'est en fait un système de défense post-mortem. Après que le neutrophile soit mort, il continue à relarguer ces substances toxiques. Ce n'est pas le cas pour le macrophage. Le macrophage est une cellule à durée de vie très longue. Donc il est résident. Il est résident dans le tissu. Cela veut dire que sa durée de vie est beaucoup plus longue. Ça veut dire qu'il résiste à la phagocytose. Donc il phagocyte et il continue à résider dans le tissu. Et d'ailleurs, ses capacités phagocytaires sont beaucoup plus importantes comparées à celles du neutrophile. Non seulement en taille, il peut phagocyter des particules plus élevées, de taille plus élevée que celles que le neutrophile peut éliminer. D'ailleurs, les macrophages, ils ont une caractéristique. Quand ils n'arrivent pas à phagocyter une pathogène, ils fusionnent. Quand ils vont fusionner et c'est ce qui forme ce qu'on appelle des granulomes. Et ça, par exemple, c'est le cas dans les maladies de granulomatose chronique. Pourquoi est-ce qu'on a appelé granulomatose? Parce qu'en fait, les macrophages vont essayer de fusionner pour compenser cette incapacité à éliminer le pathogène. Est-ce que c'est clair? Alors, ces neutrophiles vont circuler durant 6 heures seulement, sous forme d'une cellule mature. Mature. Alors ici, on en a parlé. Le neutrophile, quand il est dans la circulation sanguine, c'est-à-dire quand il est libéré de la moelle osseuse, c'est une cellule mature, complètement différenciée. Et c'est ce qui fait que le neutrophile ne peut plus se diviser. Il ne peut plus rentrer en mitose. Et c'est ce qui fait que les neutrophiles ne peuvent pas être cultivés. On ne peut pas les mettre en culture, on ne peut d'une manière à l'aise. Quand on veut travailler sur des neutrophiles, on est toujours obligé d'isoler les neutrophiles d'un prélèvement frais. Par exemple, on a une manip sur le neutrophile, c'est pas comme pour les lymphocytes ou les macrophages, on peut les mettre en culture. Les monocytes, on peut les mettre en culture, on peut induire leur différenciation en macrophage. On peut soit les induire en macrophage, soit en cellules dendritiques.
Les lymphocytes, pareil, on peut les mettre en culture. Par contre, le neutrophile, non. C'est ce qui rend difficile, hein, c'est en fait l'obstacle, parmi les obstacles, quand on étudie, quand on travaille sur le neutrophile, on est obligé à chaque fois de trouver un donneur de sang. Vous prélevez du sang, vous faites l'isolement le plus rapidement possible pour que vous ayez le temps l'après-midi. Par exemple, c'est la matinée, on finit l'isolement vers midi. C'est pour que vous ayez le temps l'après-midi de faire votre manip. Et après, il meurt. Vous ne pouvez pas les mettre en culture, c'est pourquoi on vous dit c'est des cellules matures, vous pouvez rajouter pleinement différenciées. On ne peut pas induire d'autres différenciations, encore d'autres divisions. Alors, à peu près, il va avoir 12 à 15 micromètres de diamètre, et dépourvu, vous voyez, vous pouvez souligner cette phrase, dépourvu de pouvoir prolifératif. Je m'arrête dépourvu de pouvoir prolifératif. Ils ne peuvent plus proliférer, ils ne peuvent plus se diviser, ils ne peuvent pas s'étendre et faire une expansion. Alors, s'il n'y a pas, durant ces 6 heures, s'il n'y a pas de stimulation durant cette période, les neutrophiles entrent en apoptose et sont phagocytés par les macrophages résidant dans le foie ou la route. Durant ces 6 heures, s'il n'y a pas d'épisode inflammatoire, s'il n'y a pas eu d'infection quelque part, les neutrophiles vont être éliminés et on aura d'autres productions. En fait, c'est perpétuel. Par contre, suite à l'agression, non, après le cours, mademoiselle, à midi, après le cours. Alors, suite à l'agression de l'organisme par divers agents pathogènes, et on réussit à franchir justement ces barrières cutanéo-muqueuses dont on vient de parler, les neutrophiles sont les premières cellules à quitter la circulation sanguine pour rejoindre le site de l'agression. Dès qu'il y a un signal d'agression, parce qu'en fait, quand l'organisme est agressé, il va y avoir des signaux, il va y avoir des substances qui vont être produites, des substances qui donnent en fait le signal. Par exemple, vous avez soit une lésion tissulaire, si vous avez une inflammation accompagnée par une lésion, avec une altération capillaire, c'est-à-dire par exemple, ou là par exemple, vous êtes cogné le bras, ou là la main, ou là la tête, et vous avez, avec ça, vous avez une altération capillaire. Il va y avoir plein de substances qui vont être libérées, comme par exemple le PAF, des substances libérées par les mastocytes, également par les plaquettes, qui vont donner le signal. Il va y avoir plein de modifications dans le site, dans le tissu, dans le foyer, qui vont donner le signal au neutrophile qu'il y a une inflammation, qu'il y a une infection, pour qu'il quitte la circulation sanguine et arrive, pour qu'il sorte. C'est ce qu'on appelle l'extravasion. Extra, c'est sortie. Vasion, c'est en fait du vaisseau. Extravasion, c'est la sortie du vaisseau sanguin, du neutrophile vers le site de l'infection. Qui est-ce qui fait cette extravasion en premier lieu? Ce sont les neutrophiles. Quelques minutes après, les neutrophiles commencent déjà à arriver. C'est jusqu'à 24 heures. Par la suite, ils vont être remplacés par les monocytes qui vont arriver pour se différencier en macrophages. En fait, c'est les premières cellules à quitter la circulation sanguine pour rejoindre le tissu où se trouve le site de l'agression afin d'exercer leur fonction microbicide et cytotoxique pour débarrasser l'organisme de ces agents envahisseurs. Donc, au départ, vous allez avoir le neutrophile qui est au centre du vaisseau sanguin, comme toutes les autres cellules circulantes. Suite à cette agression, il va y avoir des modifications vasculaires. Il va y avoir la production de cytokines comme l'IL-8, l'IL-1, l'interleukine 1, l'interleukine 8, par exemple, par les macrophages. Il va y avoir également des substances produites par les cellules endothéliales elles-mêmes, par le pathogène lui-même. Le pathogène qui est là, il va libérer des substances, des peptides, par exemple, des lipopolysaccharides. Donc, qui m'a dit la dernière fois, les LPS, ils vont diffuser jusqu'à arriver au niveau du vaisseau sanguin et induire ce qu'on appelle des modifications vasculaires. Des modifications au niveau de ce vaisseau sanguin. C'est en fait des vaisseaux post-capillaires, c'est localisé. Il faut comprendre que la réaction inflammatoire, là, il y a une réaction localisée, locale. Ce n'est pas dans tout l'organisme. Il y a des modifications vasculaires, il sera au niveau du foyer inflammatoire, au niveau du site qui a été atteint. Donc, qu'est-ce qui se passera? On en a parlé. Il va y avoir deux modifications vasculaires, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qui peut arriver à un vaisseau sanguin? Où je peux aller sur l'eau? Qui fait? Il gonflé. Non, oui, donc c'est les signes de l'inflammation. Non, là on parle du vaisseau sanguin. On vous dit modification vasculaire, c'est-à-dire des modifications qui ont lieu dans le vaisseau lui-même. Un vaisseau sanguin, oui, comme تغيرات يتوسع ولا يضيق. Donc ça c'est la vasodilatation ou vasoconstriction, et dans ce cas-là ça va être une vasoconstriction puis suivie immédiatement par une vasodilatation qui يتوسع le vaisseau. وش يصرى qui يتوسع le vaisseau sanguin quand il est dilaté, donc le diamètre est augmenté, n'est-ce pas? Oui ou non? Et donc le débit sanguin local, qu'est-ce qui va lui arriver? Il diminue, exactement. Le débit sanguin local ici, il va diminuer. Et ça, c'est ce qui permet aux neutrophiles de quitter le centre du flux sanguin, où c'est un flux très rapide, pour arriver au niveau de la marche. La marche, c'est le hamish. Donc, il le centre du flux sanguin. Ou allège, parce que la vitesse saute. C'est ce qui lui permet de sortir. Et là, quand il arrive au contact de la paroi vasculaire, c'est la paroi endothéliale, il va trouver plein de substances, on en a parlé, c'est ce qu'on appelle des molécules d'adhésion, qui vont lui permettre d'interagir avec cette paroi endothéliale. Par la suite, il va pouvoir la franchir et sortir. Alors au départ, ça va être, regardez, on vous dit, un roulement, déjà. Il va être capturé par ces cellules endothéliales grâce à des molécules d'adhésion qui, au départ, vont induire une adhésion faible. Donc, dans le mécanisme, il faut le retenir de cette manière. Au départ, c'est une adhésion faible. Après, elle va se transformer en adhésion forte. Pourquoi? Qu'est-ce qui génère cette adhésion faible? Au départ, c'était des sélectines. Les sélectines, elles induisent une adhésion. Ça, elle est tellement faible que le flux sanguin détache le neutrophile. La vitesse du flux sanguin arrive à détacher le neutrophile de la paroi endothéliale qui l'emporte. Quand il est emporté, il s'attache de nouveau grâce à ces sélectines, mais ça reste une adhésion faible. Il va être de nouveau détaché. Donc c'est une série d'attachements, détachements, attachement, détachement. Et quand vous observez le mouvement en continu, on a l'impression que le neutrophile est en train de rouler le long de la paroi endothéliale. C'est pourquoi on l'appelle adhésion de roulement. Qu'est-ce qui lui permet cette adhésion de roulement? C'est ces sélectines. Et vous imaginez, sélectines, pour qu'ils puissent fixer le neutrophile, c'est que ces sélectines sur la paroi endothéliale ont leur récepteur à la surface du neutrophile, n'est-ce pas? Ils ont leur ligand, on va dire. Et fixation sélectine-ligand, c'est pas fortuit. Ça va avoir une conséquence. Il y aura automatiquement une signalisation intracellulaire, comme ce qu'on avait vu dans le chapitre 2, qui va conduire à l'expression d'autres molécules d'adhésion qui induisent une adhésion plus forte. C'est ce qui permet d'arrêter ce roulement. Hop, il s'est attaché à une adhésion ferme. Ça sera grâce à une autre classe de molécules d'adhésion. Ce ne sont pas les sélectines, mais ce sont les intégrines. Les intégrines, ça va permettre au neutrophile de se fixer fermement, d'adhérer fermement à la paroi endothéliale. Parce que vous imaginez, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi le but de tout ça? C'est pour qu'il puisse traverser, dans le tissu, pour arriver au niveau du site agressé, pour éliminer ces... on va voir, on n'a pas les pathogènes, il va y avoir des pathogènes ici dans le tissu. Le but c'est quoi? C'est qu'il quitte la circulation sanguine pour arriver au sein du tissu. Et donc, pour qu'il puisse traverser cette membrane, cette paroi endothéliale, les émile sacre. Ça roule là. Je ne sais pas. On va dire que vous devez imaginer que c'est un neutrophile qui flotte. Il va traverser la paroi endothéliale. Il faut qu'à un moment donné, il adhère. Et c'est en fait, cette adhésion ferme est induite par ces intégrines. Une fois adhéré fermement, il va pouvoir traverser la paroi endothéliale. Alors, il y a deux théories ici, deux hypothèses. Une hypothèse qui dit que
il va traverser la paroi endothéliale au niveau des jonctions intercellulaires, yani fait les parties, les espaces intercellulaires. Il y a une hypothèse qui dit qu'ils peuvent traverser la paroi la cellule endothéliale peut-être. C'est-à-dire que يدخل فيها c'est-à-dire ما يخرجش من هاد les espaces mais يدخل à travers la cellule endothéliale. C'est comme si que sa membrane pouvait fusionner avec la membrane de la cellule endothéliale, يدخل ويخرج في الجهة الأخرى. C'est vrai que ça reste des hypothèses, mais c'est la plus plausible, c'est en fait qu'ils sortent à travers les espaces, les jonctions intercellulaires. C'est clair? Pareil, ces jonctions, là, ce qu'on appelle la diapédèse. La diapédèse, c'est la sortie du leucocyte, parce que c'est en fait les mêmes étapes également dans les lymphocytes, quand ils migrent vers les organes lymphoïdes, quand ils sortent des organes lymphoïdes vers la circulation sanguine. C'est toujours les mêmes étapes. Et ce qui les guide, au niveau des espaces intercellulaires, c'est également des molécules d'adhésion différentes. Même chez celles qui sont ici sont par exemple les PCAM. Et donc là, vous allez voir l'année prochaine, avec plus de détails. Donc ce sont des étapes. Tout ça, c'est en fait le résultat de l'agression au niveau du tissu. Il va y avoir des substances qui vont être libérées, qui vont donner le signal non seulement aux cellules endothéliales, mais aussi aux leucocytes, de quitter la circulation sanguine et d'arriver au niveau du tissu. Alors une fois dans le milieu extravasculaire, il va subir ce qu'on appelle un chimiotactisme. Donc il va générer des mouvements amoeboïdes en réponse à des agents chimio-attractants. Il y a plusieurs types d'agents chimio-attractants. Ça peut être d'origine bactérienne, comme les peptides formylés. Ça peut être des leucotriènes, les LTB4, issus du métabolisme de l'acide arachidonique. Ça peut être également des interleukines, comme l'interleukine 8. Ça peut être des anaphylatoxines libérées par l'activation du système du complément, comme le C5A. C'est aussi un agent chimio-attractant. Tout ça pour vous dire silence. Moi, je suis comme jamais.